Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum aux débuts et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Quand on est rentré à la maison, ça a empiré. Hypersensibilité, fatigue extrême, nervosité, troubles du sommeil, profonde tristesse, troubles de l'humeur et idées noires. C'est ce qu'a ressenti Vanessa une fois rentrée chez elle suite à son accouchement. Ces symptômes sont ceux de la dépression. Si on estime qu'une grande partie de la population y est confrontée à un moment ou un autre de sa vie, on sait aujourd'hui qu'elle touche environ 20% des femmes pendant la grossesse et 15% juste après l'accouchement. Mais elle ne touche pas que les mamans. Les papas y sont également confrontés dans les mêmes proportions et avec les mêmes symptômes. Le problème réside dans le fait que la dépression périnatale est souvent confondue avec le baby blues. Ce terme presque sexy désigne le mélange d'émotions fortes causées par la chute des hormones qui ont atteint leur apogée pendant l'accouchement et que l'on ressent en général plus ou moins dès le 3e jour qui suit la naissance de l'enfant. Ce baby blues, lui, ne dure en moyenne que quelques jours. Il est passager et il finit par disparaître seul, contrairement à la dépression qui, elle, s'installe et ne disparaît le plus souvent qu'après un traitement médicamenteux et ou une psychothérapie. Vanessa vous parle ici de sa dépression postpartum, de la grande solitude et des fortes angoisses qui se sont emparées d'elle dès les premiers moments. Mais grâce à son entourage et son hospitalisation, aujourd'hui Vanessa va beaucoup mieux et souhaite mettre son expérience au service d'autres parents pour les aider à s'en sortir. Je vous laisse donc découvrir son histoire et tout le courage dont elle a fait preuve. Bonjour Vanessa. Bonjour. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et nous présenter ta famille? Alors oui, bonjour. Alors Vanessa, j'ai 32 ans. J'ai une fille de 2 ans et demi et en couple depuis 16 ans avec le papa de ma fille. Et nous nous sommes mariés récemment. Alors félicitations. Voilà. Merci. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Alors on s'est rencontrés il y a 18 ans de ça. Il est arrivé du Portugal chez son oncle et du coup on était voisins et on s'est rencontrés comme ça, voisinage. On est restés amis et ensuite ça s'est fait au bout d'une année où on s'est mis ensemble et voilà un peu le coup de foudre et on est ensemble depuis 16 ans maintenant. C'est une belle histoire. Est-ce que enfant tu te projetais déjà à avoir des enfants? Alors moi j'ai 2 frères et j'ai mes parents qui sont toujours ensemble depuis plus de 30 ans et c'est vrai que ça a toujours été un peu une évidence d'avoir un compagnon, le mariage et ensuite des enfants. Mais je m'étais jamais, c'était pas vraiment quelque chose de viscéral ou c'était une envie, oui, de faire des enfants. Dans l'idéal, 2 enfants. Et c'est à quel moment que vous vous êtes posé la question, justement, d'avoir un enfant? Alors, c'est assez tard, c'est dès que j'ai fini mes études. Donc, je sais pas si je l'ai dit, je suis éducatrice spécialisée. Du coup, dès que j'ai fini mes études, on a commencé à parler un peu enfant dès qu'on a emménagé ensemble aussi, donc ça fait environ 5 ans qu'on a décidé de fonder une famille. Et qu'est-ce que vous avez ressenti chacun quand t'as appris que t'étais enceinte? Alors il faut savoir que j'ai eu une première grossesse où j'ai fait une fausse couche. Okay. Donc j'ai fait un œuf clair, donc c'est vrai qu'on était très très heureux tous les deux. L'événement a fait que on était tous les deux un peu tristes, un peu vraiment une période assez douloureuse. Et après, on a réessayé les essais bébés et je suis rapidement tombée enceinte. Et très heureux, mais c'est vrai qu'on était toujours un peu sur la réserve de peur que ça refasse une fausse couche, qu'on doive repasser par j'ai dû faire un curetage. Donc voilà. Mais on était tous les deux très très heureux et contents. Quand tu dis œuf clair, tu peux l'expliquer plus exactement pour qu'on sache? Alors œuf clair, oui, donc c'est une grossesse non évolutive, c'est-à-dire qu'il y avait la poche de grossesse, mais il n'y avait pas d'embryon à l'intérieur. Et du coup, j'ai dû passer par un curetage parce que mon corps ne déclenchait pas la fausse couche. Du coup, j'ai dû faire une petite opération pour enlever la poche de grossesse. Ouais. Oui, c'est pas évident. Physiquement et psychologiquement, j'imagine.
Du coup, quand t'as appris que t'étais enceinte, malgré les réserves, comment s'est passée la grossesse? Alors la grossesse, très bien. Les 3 premiers mois, pas mal de maux de grossesse, mais vraiment très heureux. Et moi qui ai jamais eu beaucoup confiance en moi, la grossesse, ça a été vraiment une révélation. C'était génial. Mon corps, bien. Enfin, j'osais mettre de nouveau des choses un peu serrées, ce que je faisais pas auparavant. Et vraiment une très très belle grossesse, sans complications. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et après, pour l'accouchement, est-ce que tu avais des souhaits particuliers? Est-ce que tu t'étais projetée dans un type d'accouchement particulier ou... Non, je voulais éviter la péridurale à la base. Ah ouais. Mais j'ai pas tenu. Mais voilà, j'avais rien de particulier. J'étais assez angoissée par l'accouchement, mais au final, il s'est très bien déroulé. J'ai été provoquée à J+3 parce que la petite ne voulait pas sortir. Et un très bel accouchement, sans complications. C'est rare d'être provoqué à J+3. En général, on attend quand même plus longtemps que 3 jours. C'est une des premières fois que j'entends ça. Ah oui, j'ai accouché en clinique et mon gynécologue pensait que la petite était beaucoup plus dans son poids, beaucoup plus élevé, et du coup avait peur qu'elle soit trop lourde. Ouais. Et du coup, il a voulu provoquer. Et moi, en fait, ça m'a rassurée, en fait, de savoir le jour et l'heure à laquelle j'allais accoucher. Et du coup, ça a été assez rapide, sans traumatisme particulier. C'est super aussi d'entendre ça parce que c'est rare d'avoir des récits d'accouchement qui sont, en plus avec la provocation, c'est vrai que c'est pas toujours l'accouchement le moins douloureux ou le plus rapide. Et comment s'est passé le retour à la maison ensuite? Alors le retour à la maison, c'est là que ça se complique un petit peu. Je pense que ça a déjà commencé. Je suis restée 5 jours à la maternité, et je pense que là déjà ça a commencé où j'étais très très angoissée. Il y a beaucoup de monde qui est venu me voir à la maternité. Mmh. J'angoissais énormément. L'allaitement, ça avait du mal à se mettre en route. La petite prenait pas beaucoup le sein. C'était très très difficile, et quand on est rentré à la maison, ça a empiré. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse. J'ai eu des phobies d'impulsion. Donc les phobies d'impulsion, c'est des idées envers ma fille. Donc quand je faisais le bain avec elle, je me disais je vais la noyer pour qu'elle arrête de pleurer. Enfin, j'ai eu beaucoup de pensées comme ça. Très compliqué, donc je comprenais pas son rythme. Ouais. Les débuts, vraiment le retour à la maison était très très difficile. En soi, c'est tout à fait normal de pas comprendre le rythme, d'avoir les angoisses et tout. C'est vrai qu'un nourrisson, le rythme qu'il a, il est assez particulier. L'allaitement, c'est rare que ça démarre très bien. Oui. Donc je comprends. Et par rapport à ton mari, ça se passait comment? Pour lui, le retour, comment il s'est senti par rapport à votre fille? Alors c'est vrai que moi, dès le retour, je pleurais énormément aussi, tous les jours presque. Et moi, je suis quelqu'un qui ne pleure rarement, voire jamais. Donc pour lui, c'est vrai qu'il a aussi vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais lui a toujours, lui le retour, lui il est très zen, très jamais stressé. Donc pour lui, comme si de rien n'était, il me rassurait beaucoup. Il était là, présent. Heureusement, il avait encore 1 mois de congé parental, du coup, il a pu être là avec moi. Mais lui, à l'inverse, était vraiment très zen et très posé, heureusement. Ouais. Et toi, comment t'as su qu'il y avait quelque chose qui allait pas alors par rapport à tout ce que tu ressentais? À quel moment tu t'es dit, c'est pas un baby blues, c'est pas la descente d'hormones, c'est pas... Alors ça a commencé, je pense, justement 1 mois quand lui est retourné au travail. Donc lui est retourné au travail 1 mois après mon accouchement, et là j'ai vu que ça n'allait pas du tout. En fait, je me levais le matin et j'étais angoissée de rester toute seule avec la petite. J'y arrivais pas, c'était impossible. Je tremblais le matin, je voulais pas me lever du lit. Et là je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. J'en ai beaucoup parlé, et je me suis dit là vraiment ça
Quand tu dis que t'en as beaucoup parlé, c'est avec lui, c'est avec d'autres personnes? Alors j'en ai beaucoup parlé avec le papa, tous les jours, parce qu'il était présent, il voyait bien que je pleurais, j'osais plus aller à la boîte aux lettres, j'osais plus sortir, donc je sortais plus de la maison. Chaque sortie c'était un marathon. Et j'en ai beaucoup parlé à mes parents, qui se sont d'ailleurs beaucoup relayés aussi auprès de moi, parce que je pouvais quasiment plus rester seule à la maison avec ma fille. J'arrivais pas. Et un mois après sont arrivées aussi les idées noires. Donc j'ai eu beaucoup d'idées noires. Et là, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et du coup, je suis allée voir mon médecin. J'ai commencé par mon médecin traitant, qui lui m'a tout de suite mis sous antidépresseur. Il m'a dit Madame, vous faites une dépression postpartum, il faut vous faire soigner. Et voilà. Mais j'ai eu vraiment un entourage super qui m'a beaucoup aidée. Et qui se relayait parce qu'au vu des idées noires, on ne me laissait jamais toute seule à la maison. Par rapport à ton médecin traitant, il a su t'aider à comprendre ce qui se passait et tu penses qu'il a eu le bon comportement par rapport à ce moment-là pour toi? Alors oui, je pense qu'il a très vite compris qu'il y avait quelque chose, mais je pense pas qu'il a compris la gravité non plus. Je pense que mon compagnon et mes parents non plus. Ils disaient ça va passer, ça va passer. Et à ce moment-là, mon médecin traitant a déjà évoqué l'idée de me faire hospitaliser au HUG avec ma fille. Donc ils ont une unité mère-bébé. Et mes parents, mon compagnon ont refusé. Ils m'ont dit non, on va se relayer, on va rester auprès d'elle, ça va aller. Avec la médication, ça va aller mieux. Et du coup, on m'a envoyé suivre une psychothérapie avec une psychiatre et une psychothérapie de groupe. Donc ça, par contre, ça m'a pas du tout aidée. De groupe, c'est-à-dire que t'étais avec d'autres mamans qui étaient dans le même type de situation ou c'était totalement différent? Non, c'était totalement différent. C'était pas du tout des mamans. C'était en fait un groupe avec des personnes en dépression, mais généralisé, donc pas que des mamans. Et moi, je réclamais haut et fort que c'était pas du tout un lieu pour moi. Moi, j'avais besoin d'être avec ma fille. Et du coup, j'ai dû suivre cette thérapie pendant 1 mois. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était un calvaire. Vraiment. Donc, il y a eu vraiment une errance médicale, moi, je trouve, durant 4 mois. Durant 4 mois avant de trouver un centre périnatal où là, la psychiatre m'a dit « Madame, il faut vous faire hospitaliser parce que vous allez pas bien » et les idées noires étaient encore beaucoup plus présentes. Les angoisses, il y avait des jours où je restais sur mon canapé, j'arrivais plus à bouger. Heureusement, j'ai toujours réussi à m'occuper de ma fille. Je l'ai jamais abandonnée, j'ai toujours réussi vraiment à m'en occuper. Oui, parce que tu disais que t'étais angoissée à l'idée de pas être avec elle. Oui. Ouais. Mais ce qui te faisait le plus peur, c'était le fait de devoir faire les tâches du quotidien et de pas la voir elle non plus, j'imagine. Alors c'était de pas comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire à quel moment avec elle. Ouais. J'avais l'impression de tout faire faux, que rien n'était juste, que toutes les mamans à l'extérieur étaient mieux que moi. Après, moi qui regarde aussi beaucoup les réseaux sociaux, je me disais mais c'est pas possible, les mamans dans les réseaux sociaux elles sont parfaites. C'est clair. Et moi qui suis très maniaque, j'arrivais plus à faire mon ménage, j'arrivais plus à m'occuper de la maison. Et du coup, en fait, tout m'angoissait, tout devenait angoisse. Et j'allais au lit le soir en me disant j'espère que je vais pas me réveiller et ou que ma fille sera plus là quand je me réveille. Et en fait, elle était toujours là chaque matin. Et ça, c'est très culpabilisant après, quand on va mieux et qu'on se dit qu'on a pu avoir des pensées pareilles. J'imagine, mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu pouvais contrôler. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé quand t'es tombée sur cette psychothérapeute du centre périnatal qui t'a prise en charge de la façon, on va dire, plus adaptée pour une jeune maman? Je pense que j'étais vraiment soulagée quand elle m'a dit est-ce que vous voulez être hospitalisée? J'ai dit moi je peux pas choisir. C'est à vous de choisir pour moi. Et elle m'a dit alors je pense qu'il faut aller vous faire hospitaliser. Et je pense que j'étais vraiment soulagée. Je me suis dit enfin on va pouvoir s'occuper de moi et puis
Voilà. Et même si ça a été très très dur, parce que c'est une unité ou un sujet qui accueille des mères bébés, mais qui accueille beaucoup d'autres pathologies différentes. Et je pense que elle n'est pas totalement adaptée pour des mamans avec leur bébé. Mais ça a été pour moi un endroit qui a été salvateur, vraiment. J'ai pu voir un jour après que déjà j'allais mieux. Ah oui, mais parce que du coup tu y es allée toute seule ou tu y es allée avec ta fille finalement? Alors j'ai commencé à y aller toute seule les premiers jours et mon compagnon et mes parents m'apportaient ma fille. Donc quelques heures pour commencer parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée en hospitalisation, je reconnaissais plus ma fille. J'avais l'impression de n'avoir pas d'enfant. Enfin, c'est comme s'il y avait un blackout et mon cerveau il disait non, je suis pas maman, j'ai pas de fille, je la reconnaissais pas comme telle. Et du coup, on a commencé très progressivement à la faire revenir avec moi. On faisait des balades dans le parc. Et petit à petit, quand mon état, ils ont stabilisé aussi avec des traitements qui étaient mieux adaptés. Et quand ils ont vu que mon état allait mieux, ma fille a pu être hospitalisée avec moi dans ma chambre. Et voilà, du coup, heureusement que j'ai été hospitalisée. Vraiment, ça a été... l'équipe soignante a été vraiment spécialisée en périnatalité. Certains soignants sont spécialisés et ont pu vraiment m'aider, mettre des mots sur ce que je vivais et apporter vraiment un réel soutien. Et comment se passaient tes journées donc avant que ta fille arrive, hormis les balades que vous faisiez, qu'est-ce que t'avais un programme particulier? Comment ça se passait? Alors c'était beaucoup de repos surtout, beaucoup de repos, vraiment d'hypostimulation et beaucoup de discussions avec les soignants. Et en fait j'ai dû aussi réapprendre un peu à manger parce que c'est vrai que jusqu'à que je me fasse hospitaliser, je mangeais parce qu'il fallait manger, mais en fait tout avait le même goût, donc je prenais aucun plaisir à manger. Et là vraiment, j'ai pu voir que le lendemain justement, c'est tout bête, mais j'ai fait une tartine et j'ai senti le goût du beurre. Et vraiment c'est là qu'on se rend compte qu'on était vraiment mal. Donc c'était vraiment des petites activités. J'avais de l'ergothérapie qui m'a beaucoup aidée aussi, et puis de l'art-thérapie. Et après, t'as pu continuer quand ta fille t'a rejoint aussi? Oui. Ouais. Parce qu'il y a une équipe aussi qui prend soin d'elle pour que tu puisses aussi te reposer, continuer à te reposer par moment. Alors oui, mais il faut demander. Autrement vraiment ils prennent pas du tout la place de la maman. Ils laissent vraiment. Je pense que du moment où ils voient que la maman s'en occupe, n'a pas de gestes déplacés ou violents envers son enfant, l'équipe laisse faire la maman. Après, faut savoir que c'était pas facile cette hospitalisation. C'est quand même difficile d'être de l'autre côté d'être hospitalisé quand même dans une unité qui est pas un petit peu avec beaucoup de pathologies. Vraiment, on se sent pas forcément à notre place au départ, mais voilà, c'est ce qui m'a aidée. Et il faut savoir qu'il y avait d'autres mamans hospitalisées en même temps que moi, 2 mamans avec qui j'ai d'ailleurs toujours contact et vraiment, ça m'a beaucoup aidée et j'ai pu faire aussi connaissance d'autres résidents de l'unité avec qui vraiment m'ont beaucoup aidée. D'accord. Et là, vous aviez plus des groupes de parole, mais par contre, c'était sur votre temps à vous de vous voir, de pouvoir échanger pour pouvoir vous rassurer aussi quand même. Okay. Et on avait aussi des groupes de parole tous ensemble. Et ma fille était gardée par l'équipe soignante. Enfin, franchement, l'équipe soignante a fait un très bon travail. Et j'ai dû réapprendre aussi à sortir avec ma fille, parce que comme j'osais plus sortir à l'extérieur avec ma fille, ça a pris quand même du temps. Donc petit à petit, on me laissait sortir, d'abord dans le parc, ensuite à l'extérieur, sur des petits créneaux. Ouais. Essayer à réapprendre à gérer un peu les angoisses, à plus avoir peur de sortir à l'extérieur. Donc petit à petit, je suis restée hospitalisée 2 mois. Et petit à petit, on me laissait sortir 2 heures, 4 heures, la journée, ensuite le week-end. Et mon compagnon est venu tous les jours me voir. Tous les jours, il était là, présent. Lui, il a vraiment été un pilier, vraiment. Mes parents aussi ont toujours été là. Voilà. Donc c'est des personnes avec qui vraiment t'as pu discuter, qui t'ont vraiment soutenu, qui t'ont écouté, qui ont compris ce qui se passait aussi à la fin. Ouais.
Et aujourd'hui, vous en reparlez parfois, que ce soit avec tes parents ou avec ton compagnon. Est-ce que tu sais un peu de leur ressenti à eux de l'autre côté? Alors, je parle surtout avec mon compagnon, qui pour lui, je pense, a été très très difficile. Mais lui, il a toujours réussi à... Il est de tempérament comme ça, mais il a toujours réussi à garder le sourire. Même si moi, je pleurais à longueur de journée, j'angoissais à longueur de journée. Lui, il a toujours gardé le sourire. Il s'est toujours occupé de nous trois, mais je pense que ça a été une période très très difficile pour lui. On prend pas assez en compte les papas, mais... Oui. Mais lui aussi, ouais, ça a été très très dur. Hormis la présence de tes proches, qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux, que ce soit quand t'étais hospitalisée et en sortant ensuite, quand t'es revenue chez toi, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à aller petit à petit de mieux en mieux? Alors, je pense qu'à l'hôpital, c'est vraiment l'endroit de me dire que j'allais plus devoir être chez moi, gérer les tâches du quotidien, et qu'on allait vraiment me prendre en charge, enfin que j'allais pouvoir me reposer et puis qu'on prenne soin de moi, en fait, vraiment. Je pense que c'est ça. Même si on le faisait quand j'étais à la maison, mais là, c'était vraiment une équipe médicale qui me suis dit, on va pas me laisser sortir si je vais pas mieux. Et je suis arrivée vraiment avec des idées noires atroces et puis des phobies d'impulsion énormes. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée, c'est vraiment en fait le fait d'être contenue, en fait d'être sécurisée dans un lieu hospitalier. C'est les pédopsychiatres, les psychiatres qui m'ont vu m'occuper de ma fille, qui m'ont vraiment rassurée sur mon rôle. Puis j'avais vraiment l'impression de faire tout fou. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, on nous filme aussi par moment. Ouais, on nous filme pour qu'on puisse voir comment on est avec notre enfant. Et c'est là aussi qu'on voit, en fait, on fait comme tout le monde. Ouais. Mais en fait, on n'arrive pas à s'en rendre compte quand on est en plein dans le noir. Ouais, c'est impressionnant, mais ça, c'est ce qui doit te faire du bien aussi au final, de voir que y a pas de grosses différences quand tu t'occupes de ton enfant et que au final personne n'a de vraies solutions et on apprend sur le tas aussi avec les enfants. Et à l'extérieur, je pense c'est la continuité dans mon soin dans ma thérapie. Parce que tu devais continuer à avoir les médecins de cette unité-là, ou c'était d'autres médecins, tes médecins d'avant que tu voyais? Alors j'ai repris avec la médecin qui m'a fait hospitaliser, donc du centre périnatal. J'ai continué avec elle, je continue encore aujourd'hui de temps en temps, vu que je suis encore en train de diminuer mon traitement qui prend du temps à descendre. Et je pense aussi que la médication a pu aider un bout. Je suis pas sûre qu'elle ait fait tout le travail, mais je pense vraiment que c'est l'hospitalisation, malgré le lieu qui pour moi n'est pas totalement adéquat. C'est vraiment l'hospitalisation qui a aidé à aller mieux. Quand tu dis que le lieu est pas totalement adéquat, c'est-à-dire que tu penses qu'il faudrait garder ce principe d'unité mère-enfant avec les groupes de parole, avec tout ce qu'il y a de discussion, d'encadrement, mais le déplacer dans un endroit qui serait plus adapté? Oui, je pense il faudrait une mini-unité où il y a vraiment que des mamans avec leur bébé, un lieu un peu plus cocooning, un peu plus un peu plus doux, un peu plus qui sort peut-être du cadre de l'hôpital aussi. Qui sort peut-être du cadre de l'hôpital et pas une unité où il y a beaucoup de pathologies, beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, et mettre déjà des enfants, des nourrissons. C'est quelque chose qui t'a choqué en arrivant, que le fait d'être mélangé, on va dire, avec d'autres pathologies qui soient pas quelque chose que t'attendais? Je connaissais déjà un peu par mon travail, donc ça m'a pas choqué, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile, surtout de se dire qu'un nourrisson va déjà dans une unité comme ça. Et après, j'ai jamais eu peur, j'étais vraiment libre dans l'unité, je pouvais sortir, rentrer comme je voulais, j'allais manger dans la salle avec ma fille, enfin voilà. Ça a jamais été de la peur, mais je pense qu'une unité un peu plus vraiment cocon pour une maman et son bébé serait quand même plus adéquate. Est-ce que tu sais si c'est à l'ordre du jour de cette réflexion? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que tu leur en as parlé en partant? Alors j'en ai parlé, j'ai même écrit d'ailleurs au sujet, mais ils disent qu'il n'y a pas assez d'hospitalisation de mamans pour ouvrir une unité consacrée aux mamans. Consacrée que aux mamans et à leur bébé.
Mais en faisant beaucoup de recherches, on se rend compte que nous, on était quand même 3 et voire 4 mamans hospitalisées en même temps. Il y a quand même du besoin. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui osent pas parler. Je pense que c'est le cas. Pas. Ouais. Et moi, du moment où je suis sortie de l'hôpital, donc ma fille avait 6 mois, je me suis dit, je vais jamais me taire. J'avais vraiment parlé. Je pense qu'il faut arrêter de mettre ça sous silence. Ça existe. Oui, j'ai eu des pensées vraiment très noires envers ma fille. J'en m'en suis beaucoup voulu. J'ai eu beaucoup de colère. Mais je pense que ça arrive, et beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Ça mérite vraiment une vraie réflexion en fait sur le sujet. On commence à en parler de plus en plus, mais c'est vrai que il faut qu'il y ait les institutions qui agissent aussi de l'autre côté. Et ça vaudrait la peine de réfléchir à avoir cette unité, ne serait-ce que pour réinstaurer aussi, je sais pas, un accueil pour les mamans qui voudraient simplement venir discuter et savoir qu'elles peuvent être entendues et qu'il y a en toute bienveillance et sans jugement et qu'on peut venir parler de tout. Oui. Et il faudrait que ce soit au même endroit pour que tout le monde ait connaissance de cet endroit et sache que c'est à portée de tout le monde. Ouais. Alors c'est vrai que moi je me suis sentie très très seule. Durant les 4 premiers mois où il y avait un peu cette errance, ne pas savoir trop où on devait m'aiguiller pour aller mieux, j'avais l'impression d'être seule. Vraiment. Et puis dans tes groupes d'amis, t'avais des amis qui avaient des enfants ou non, pas beaucoup. Un peu donc du coup j'étais c'est la première, donc mes amies, j'ai pu en parler avec elles sont toutes au courant, j'en parle très ouvertement maintenant avec tout le monde, mais je pense qu'elles n'ont pas non plus compris la gravité de ce qui m'arrivait, vraiment. Ouais. Mais est-ce que toi-même tu l'as compris à ce moment-là, au tout début, ou tu t'en es rendu compte au fur et à mesure? Je m'en suis rendu compte assez rapidement. Je pense qu'avec le recul, je pense que la première nuit déjà à la maternité, j'étais mal, parce que j'ai déjà eu à ce moment-là des phobies d'impulsion envers ma fille, où elle pleurait énormément et je me disais je vais la jeter par terre. Et déjà là, ça aurait dû me tilter. Et je me suis dit non, c'est pas grave, enfin oui, elle pleure, on sait pas quoi faire, et en fait déjà là ça allait pas. Et mon compagnon, lui, avec le recul, me dit que le jour de l'accouchement, quand on m'a posé ma fille sur moi, il a vu dans mon regard quelque chose qui avait un peu tourné. Mais lui pensait aussi que c'était un baby blues, que ça allait passer. Et après, c'est vraiment, je pense, au fil des mois où mon état s'est dégradé, où je restais dans mon lit, j'aurais pu rester des heures dans mon lit à dormir, où là on s'est dit il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait on entend déjà tout le temps parler de baby blues et de dépression périnatale, donc il faut vraiment faire la différence entre les deux. Le baby blues c'est passager. On va dire passager, et puis c'est aussi cette idée de redescendre des hormones qui fait que on se rend compte que tout n'est pas aussi beau, que c'est fatigant, que que ça demande des efforts extrêmes dans un temps où normalement on se reposerait, mais là on doit apprendre à se reposer, à continuer le quotidien, donc comme tu disais les tâches ménagères, le quotidien, et en même temps gérer l'arrivée d'une nouvelle personne qu'on connaît pas au final. On la connaît pas, on sait pas comment elle va réagir, et puis c'est la personne qui nous demande le plus. Et puis vraiment distinguer ce baby blues de la dépression périnatale, parce que je sais pas si toi on te l'a dit, mais peut-être qu'on a minimisé aussi ton appel à l'aide en te disant que c'était passager et que c'était simplement un baby blues et que ça finirait par passer. Mais quand ça vient du corps médical ou autre, là ça peut être beaucoup plus grave. Alors on a beaucoup minimisé, mais je pense qu'il faut des spécialistes en périnatalité. Ouais. Parce que les psychiatres que j'ai vus qui n'étaient pas du tout spécialisés en périnatalité, je pense que c'est eux qui ont minimisé. Mais quand j'ai rencontré cette psychiatre du centre périnatal, elle n'a pas du tout minimisé. Elle savait ce qui se passait et je pouvais en fait aller au rendez-vous avec ma fille, et c'est vraiment ça une maman a besoin de pouvoir avoir son enfant avec elle. Ah, parce que avant ça, j'y allais pas. Non, on voulait pas que ma fille soit inclue dans le programme. Alors que il faut pas séparer son bébé de. Ouais. Ce qui a été bien pour l'hôpital, c'est que l'enfant est tout aussi pris en compte que la maman. On s'occupe de la maman et du bébé. Donc, mais je pense qu'on a beaucoup minimisé. Et après, je pense que j'ai pu donner le change aussi à certains moments. J'arrivais quand même toujours à m'habiller, à prendre soin de moi, et c'est compliqué après c'est des mots, c'est des paroles, et j'ai eu beaucoup de réflexions. Tu viens d'avoir un bébé, tu dois être heureuse.
c'est beau, t'as une famille, t'as un compagnon qui t'aime. Comment tu peux être aussi mal? Encore plus dur parce qu'au final, ça fait que te culpabiliser. Oui. Et ouais, c'est déjà sachant que la culpabilité, c'est un peu le quotidien de tous les parents, c'est ce qui arrive direct avec l'arrivée du bébé. Je pense que là, c'est pas les paroles à avoir, effectivement. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ta fille, par rapport à ton quotidien? Alors, il faut savoir que depuis qu'elle a 6 mois, donc on est sorti d'hospitalisation, j'allais beaucoup mieux. C'était vraiment une renaissance pour moi. J'avais passé quand même 6 mois, on va dire 4 mois dans un trou noir, vraiment. Et depuis ces 6 mois, on va très très bien, donc je profite vraiment beaucoup d'elle. Alors j'ai eu beaucoup de colère, j'ai beaucoup de culpabilité encore envers ma fille, envers tout ce que j'ai pu penser envers elle. Ouais, toutes les mauvaises pensées que j'ai pu avoir, et même envers moi-même, toutes les idées noires que j'ai pu avoir sont difficiles à accepter. Mais maintenant, elle a 2 ans et demi, on va bien, elle va très bien, elle se développe très bien. C'était aussi une de mes peurs, ayant vécu une dépression postpartum, c'est que ça ait des répercussions sur son développement, et elle va bien, on va bien, et franchement, je profite vraiment de chaque seconde, et je pense que on en ressort vraiment beaucoup plus fort. Bah bravo. Merci. Quand tu parles de colère, c'était par rapport à toi, par rapport à ce que c'était lié à la culpabilité, si j'ai bien compris. Mais... Alors oui, c'était à ma fille, et surtout envers moi. Comment on peut en arriver aussi loin? Comment on peut être hospitalisé alors qu'on vient d'avoir un enfant? Beaucoup de questions qui reviennent et qui sont difficiles à accepter. J'en ai voulu, au monde entier, en fait, à toutes les mamans qui vivaient ça bien. Et pourquoi moi? Ouais, mais d'ailleurs, ça, c'est important d'en parler parce que les mamans qui vivent ça bien, nous, on le voit de l'extérieur. Donc, C'est clair qu'on voit toujours, quand on voit une maman qui est, on va dire, toute brillante de bonheur avec son enfant et que ça se passe bien, on voit pas forcément l'après. Mais c'est vrai que nous, si on n'est pas bien à un moment donné et qu'on voit ça à ce moment-là, ça fait que renforcer la culpabilité. Ouais. Et par rapport aux idées noires, au fait que tu parles de cette colère, de tout ça, mais ça t'était jamais arrivé avant ça. C'est-à-dire que c'est arrivé vraiment à la naissance de ta fille, parce que tu parlais d'une grossesse qui était hyper épanouie, d'un accouchement qui s'est super bien passé. J'ai jamais eu dans mon adolescence, dans mon enfance, d'autres idées comme ça. Non, c'est vraiment arrivé à la naissance de ma fille. Et aujourd'hui, avec du coup, tu parlais de recul. Comment est-ce que tu te vois par rapport à toute cette situation? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Alors, je me sens bien. Je pense que j'ai pris suffisamment de recul sur la situation pour comprendre aussi les facteurs déclenchants de cette dépression postpartum qui, à mon avis, n'est pas anodine dans mon histoire aussi. Et elle a pu vraiment me rendre beaucoup plus forte, comme je disais tout à l'heure. Et on en ressort vraiment avec... Moi, je me sens changée, vraiment. J'ai pu avoir beaucoup de changements et je profite, je pense, beaucoup plus de ma fille, des petites choses, en fait. Parce que je me dis que, en fait, la vie, elle peut basculer du jour au lendemain, on peut ne plus être là, Et donc, vraiment, maintenant, je profite de chaque instant et j'essaye de lâcher un peu sur des choses qui, auparavant, m'étaient hyper importantes. J'essaye de beaucoup lâcher sur ça. Si tu pouvais dire quelques mots à la personne qui t'était, qu'est-ce que tu te dirais? Je lui disais qu'elle était beaucoup trop stricte et beaucoup trop dure avec elle-même. Ouais. Et qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus zen et plus belle peut-être aussi avec cette expérience qui restera toujours là, en fait, qui sera toujours... C'est ce qui fait que tu t'es acceptée au final? Oui. Et si tu pouvais parler à d'autres parents, je dis parents parce qu'il y a aussi les papas qui vivent des dépressions périnatales, si tu pouvais parler à d'autres parents qui peuvent se retrouver dans une situation similaire, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? C'est vrai qu'on se sent très vite seul, et je pense qu'il faut, même si on est vraiment dans le noir, dans le brouillard total, il y a une lueur d'espoir. Peut-être qu'on la voit pas sur le moment, je sais, on la voit pas du tout, mais je pense qu'il faut pas perdre espoir, il faut parler. Surtout, il faut énormément parler et se faire aider par les bonnes personnes, vraiment par des spécialistes en périnatalité, et qu'on s'en sort, qu'on y arrive, mais il faut se battre, et puis il faut
on y arrive, on s'en sort, et même si on est vraiment au plus bas, on y arrive, et c'est un long travail, mais on y arrive. C'est important ce que tu dis, aussi des bonnes personnes, mais je me demandais justement, quand on est dans une situation similaire et que on n'arrive peut-être pas à être totalement objectif sur le moment, comment est-ce qu'on sait qu'on est face à la bonne personne, ou qu'on est face à une personne qui peut mieux comprendre qu'une autre? Est-ce que toi tu l'as ressenti tout de suite, parce que tu parlais de cette psychothérapeute du centre périnatal où tu dis que tu t'es sentie soulagée immédiatement, mais je pense à d'autres personnes qui sauraient pas forcément. Je pense déjà que moi j'étais incapable de faire les démarches non plus. Donc heureusement que là mes parents, surtout ma maman, m'a beaucoup aidée. C'est elle qui a fait le premier pas vers les personnes, qui a essayé de trouver, parce que quand on est mal, on n'y arrive pas. Donc déjà c'est ça, il faut quelqu'un qui nous aide à faire les démarches. Et je pense qu'on le sent quand on est avec la bonne personne. Enfin moi vraiment j'ai senti que cette dame là, heureusement que je l'ai rencontrée au bout de 4 mois, et on voit, on le sent, et elle doit en fait prendre en compte aussi notre enfant. Et par rapport aux compagnons, aux personnes qui vivent avec une personne qui vivrait une dépression ou un début de dépression, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Toi qui es de l'autre côté, est-ce que t'attendais peut-être de ton compagnon? Je pense que eux, en tout cas ma famille, ont toujours été, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, c'est être là. Je pense qu'ils l'ont fait. Ils se relayaient tout le temps, toute la journée, la nuit, parce que je pouvais pas rester seule. Je pense que ce qu'il faut, c'est pas dire allez, ça va aller tout le temps, parce que c'est ce qu'on a fait. Mon compagnon faisait ça, mes parents aussi. Et en fait, quand on voit tout noir, non, comment ça va aller, c'est impossible à entendre. Mais je pense que juste être là, être présent, c'est ce qu'il faut, et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça, il y a rien de plus beau. Ils sont toujours là, on est toujours très unis, et puis voilà. Je pense qu'être entouré, c'est primordial. Par rapport au travail, est-ce que tu l'as expliqué, t'as eu besoin d'en parler, ou au contraire tu préférais que ça se sache pas du tout? Est-ce que t'as dû en parler au travail? Alors tout de suite j'en ai pas parlé, et c'est vrai qu'ensuite j'ai quand même dit à ma chef que j'étais hospitalisée, et elle m'a demandé si elle pouvait le mentionner à mon équipe, et j'ai dit oui. Donc elle l'a mentionné à mon équipe, et j'en parle très ouvertement à mon travail. Tous mes collègues sont au courant. Après, on est une bonne équipe, on est une dizaine, et j'ai jamais rien caché à mon travail. Et je pense d'ailleurs, c'est une bonne remarque, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Moi qui travaille avec des personnes handicapées mentales, je peux voir que dans mon travail, il y a des choses qui ont changé aussi. Ayant moi-même vécu des angoisses, des choses difficiles, je me rends compte qu'en travaillant avec des personnes qui ont aussi des angoisses, j'ai pu adapter mon accompagnement avec les personnes avec lesquelles je travaille. Je pense que c'est une belle, ça peut m'aider aussi dans mon travail. Je l'ai jamais caché au travail, et mes collègues n'ont jamais vu qu'il y avait un changement dans leur comportement avec moi, ou en fait avec aucune personne dans mon entourage. J'ai vu qu'il y avait eu ça a été vraiment une parenthèse dans ma vie, et c'est rassurant de se dire que t'as du coup des collègues qui ont été compréhensifs, et que t'as pu revenir reprendre ton travail, qui a aussi, j'imagine, contribué au fait de te sentir beaucoup mieux. Oui. À nouveau. J'étais contente de reprendre. Ouais, je comprends. Et c'est intéressant aussi là, parce que ça vaudrait la peine aussi d'avoir des personnes qui ont vécu des dépressions périnatales dans le cercle en fait des professionnels qui sont prêts à accueillir les parents qui le vivent. Parce qu'il faut aussi pouvoir comprendre comment est-ce que c'est de l'autre côté. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie des choses vraiment à prendre en compte pour toutes les unités qui travaillent sur ce sujet. Moi, je pense qu'il m'a manqué, d'ailleurs, c'est vraiment des groupes de parole. Ouais. Quand j'étais mal, les 4 premiers mois, j'avais besoin qu'une maman vienne me voir et me dise moi aussi j'ai vécu ça va aller, tu verras. Avoir une maman qui vienne témoigner pour moi, même à l'hôpital. Parce que les soignants me disaient, on a vu des mamans ici, elles s'en sont sorties, elles reviennent plus tard nous voir, nous dire que ça va. Mais moi, j'aurais eu besoin d'une maman qui vienne dans ma chambre et qui me dise. Oui, que ce soit pas quelqu'un de professionnel seulement qui te donne son avis, mais quelqu'un qui comprenne, parce que là, oui, effectivement, c'est plus légitime en quelque sorte, et t'es plus en confiance, en effet. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire par la suite. Pouvoir me rendre
à amener mon témoignage à des mamans, des parents, comme tu disais, parce qu'il y a aussi des papas qui ont vécu ça. Et je pense que ton témoignage va beaucoup aider, parce que c'est important de pouvoir s'identifier à quelqu'un et de comprendre, en fait, d'avoir les symptômes, de vraiment le comprendre, et de faire la différence avec un baby blues qui est passager, comme tu disais, et de comprendre que ça peut être beaucoup plus fort. Et puis aussi travailler donc sur ces unités mère-enfant à l'accueil, et continuer à travailler sur le fait de casser un peu ce mythe des parents parfaits. Les réseaux sociaux, ça alimente tellement cette image de la mère parfaite qui vient d'accoucher, qui rentre chez elle, qui fait du ménage, qui s'occupe de son enfant, qui reprend bientôt le travail, qui gère tout avec le sourire, et tout se passe pour le mieux. Ouais, j'ai dû couper avec tous les réseaux quand j'étais pas bien, pour vraiment se séparer de ça. J'espère que mon témoignage pourra aider. Ouais, merci pour ton témoignage. Vraiment, je suis persuadée que ça fera du bien à certaines personnes de comprendre, en fait. Merci. Merci. Un sentiment de mal-être qui dure n'est pas normal et doit être pris en compte. Si vous pensez que c'est votre cas, parlez-en autour de vous, à vos proches, à votre sage-femme, votre gynécologue ou à votre médecin traitant. Si vous avez le sentiment de ne pas être compris, sachez que des personnes qualifiées sont disponibles pour vous écouter et vous orienter. Vous trouverez sur la page de cet épisode les liens d'associations, de lieux où vous pourrez vous adresser et trouver de l'aide. Si vous avez des questions concernant le témoignage que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse info@parenthood.ch. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.